Le Conseil des ministres s'est réuni ce mercredi 2 octobre 2024 sous la présidence de son Excellence, le capitaine Ibrahim Traoré, président du FASO, président du Conseil des ministres. Le Conseil a examiné et adopté plusieurs rapports importants. C'est ainsi que pour le compte du ministère de la fonction publique, du travail et de la protection sociale, le Conseil a adopté un décret portant composition, attribution et modalités de fonctionnement du comité de santé. Et pour plus d'explications, j'invite ici mon collègue, le ministre d'État, Bassolma Bazi. Le Conseil des ministres a adopté un décret portant composition, organisation et fonctionnement du comité de santé. Il faut rappeler que le comité de santé a eu existence sur la base de la loi numéro 22 2006 du 16 novembre 2006. Ce comité de santé est le comité qui statue sur la prise en charge des travailleurs dans les questions de santé en lien avec les maladies professionnelles, les accidents de travail et bien d'autres maux qui assaillent les travailleurs dans leur cadre de vie et de profession. Et il faut dire que les maladies professionnelles ont été cartographiées dans un tableau qui permet à toutes les institutions, que ce soit au niveau national ou international, de rendre cette situation indiscutable. Dès lors qu'on cite telle maladie en lien avec tel niveau de travail, on sait très bien que c'est suite à la mise en œuvre de l'ensemble des activités connexes en lien avec la profession du travailleur que l'intéressé a contracté telle et telle maladie, et il y a des dispositions bien claires pour la prise en charge. En ce qui concerne également les accidents de travail, cette loi donnait des dispositions assez claires de prise en charge des travailleurs en cas de situation. Mais dans sa mise en œuvre, nous nous sommes retrouvés confrontés à un certain nombre de difficultés. La première difficulté, c'est le nombre de personnes qui statuent au nom de ce comité de travail. Dans la loi 28 du 16 novembre 2006, c'était 14 personnes. Mais ces 14 personnes, pour les réunir, des moments, quand il y a une situation très difficile, c'est difficile d'atteindre le quorum. En ce moment, le travailleur continue avec le mal qui le ronge, et même d'ici on va trouver une solution, ce n'est pas évident qu'on puisse véritablement donner un grand apport à la personne. Le deuxième élément, c'est le fait que ce comité de santé se réunissait de façon périodique. On a voulu également enlever ce côté périodique et permettre au comité de statuer dès qu'il y a urgence. Voilà pourquoi la loi 003 du 1er avril 2021, à son article 78, a permis de retoucher et prendre des dispositions qui puissent aller au plus vite et régler les questions de santé des travailleurs. Et cette loi également a permis à cet article donc 78 de prendre le décret d'aujourd'hui permettant de statuer sur les maladies qui ne sont même pas cartographiées au niveau du tableau qui porte sur les maladies professionnelles. Parce qu'effectivement, un travailleur, suite à sa profession, à ses exercices professionnels, peut tomber malade, mais cette maladie peut être analysée dans la mesure où elle n'est pas cartographiée dans le tableau des maladies professionnelles. Il faudrait que des spécialistes se retrouvent pour voir est-ce que ce n'est pas lié à sa profession qu'il a contracté telle et telle maladie. Donc, on a statué et puis arrêté la composition qui va passer désormais de 14 personnes à 7 personnes. C'est le médecin de la Carrefour, c'est le médecin soignant de l'intéressé lui-même, c'est un représentant du ministère de la fonction publique, un représentant de la direction des ressources humaines de l'institution à laquelle appartient l'intéressé, c'est un représentant du ministère de la Défense, c'est un représentant de la présidence du FASO qui vont statuer pour analyser, véritablement voir, même si la maladie n'est pas cartographiée dans le tableau des maladies, est-ce que ce n'est pas une maladie professionnelle? Et l'autre élément qu'il faut prendre en compte, c'est le temps pour statuer. En principe, le ministre, dès lors qu'il est touché, il a une semaine, ça veut dire 7 jours, pour toucher la Carrefour et mettre le processus en branle et convoquer ce comité de santé. Le comité de santé, avant, il avait au minimum 30 jours pour statuer et donner le rapport définitif pour voir s'il faut effectivement prendre l'intéressé en charge ou s'il faut l'évacuer.
On a estimé qu'il y a des urgences également. Continuer de compter sur les 30 jours, c'est trop. Ça a été ramené à 10 jours. Si le ministre arrive à agir dans une semaine et que le comité est convoqué, il a 10 jours pour statuer afin de décider si c'est une maladie professionnelle connexe qui doit être prise en charge et si l'évacuation également doit être faite. Donc j'avoue que c'est un grand progrès parce que, comme nous l'avons toujours dit, la ressource humaine pour servir l'État est un capital assénédal. Donc tout ce qui officie dans ces administrations, dans ces institutions, l'État doit créer les conditions nécessaires pour que si une ressource humaine venait à contracter une maladie, qu'elle soit reconnue dans le tableau ou une maladie jugée comme telle et dont le comité de santé a pu statuer, il faut porter des soins adéquats rapidement à cette personne. Et la dernière charge que ça enlève, c'est le fait que pendant que le comité de santé est en train de statuer, dès lors que ce n'est pas une maladie pour le moment reconnue, il appartient à l'agent lui-même de se prendre en charge. Nous savons très bien que les situations sont très difficiles et donc de ce point de vue, on ne peut pas continuer de permettre à des gens qui sont dans des situations, personnellement, ils n'ont pas les moyens nécessaires de faire face. En tout cas, ce décret vient pallier à cette situation en termes de réduction de délai. Et même si l'intéressé avait commencé déjà à se prendre en charge, si c'est officiellement reconnu, son argent est remboursé et l'État prend la suite. Donc voilà le contenu de ce décret qui vient d'être adopté, portant composition, fonctionnement du comité de santé au travail, qui est véritablement une avancée en termes d'acquis sur le corps social pour prendre en charge les travailleurs qui officient au nom de l'État. Pour le compte de la présidence, le Conseil a adopté un avant-projet de loi constitutionnelle portant révision de la Constitution. Et le ministre Edasto Rodrigo Bayala est présent ici en tant que ministre de la Justice pour donner des détails de ce rapport. Le Conseil a adopté un avant-projet de loi portant révision de la Constitution et a marqué son accord pour sa transmission à l'Assemblée législative de transition. C'est le même projet de loi qui avait été inscrit à l'ordre du jour de l'Assemblée législative de transition et qui devrait être examiné, adopté le 2 septembre 2024. Donc il a été nécessaire de faire un réaménagement technique et ce réaménagement technique étant de fond, il était nécessaire de repasser par le Conseil des ministres. Donc dans le premier projet de loi, comme il était question, c'était la révision portée sur l'article 34 qui comporte la devise et qui consacrait son changement à la patrie ou la mort nous vaincrons au lieu de unité, progrès, justice. Le deuxième article qui était dans le premier projet de loi concernait l'article 147 de la Constitution qui permettait dorénavant l'approbation des raccords qui consacrent l'entrée de Burkina Faso dans une union d'État, dans une confédération ou dans une fédération par voie législative, parce que l'actuel article 147 consacrait l'approbation de ces accords par le seul référendum du peuple. Donc, ce projet de loi consacrait la révision de l'article 34 et de l'article 147. Le réaménagement de fonds qui a nécessité à ce que ce projet de loi soit retiré et repassé par le Conseil des ministres consacre l'article 36 de la Constitution qui est consacré au président du Faso, qui comporte le titre 3 de notre Constitution. Le président du Faso, suivant le titre 3, l'article 36, consacre comme une institution. Mais dans l'exercice de ses prérogatives, de ses missions qui lui sont dévolues, le président du Faso en tant qu'institution consacrée par la Constitution est accompagné par une administration. Et cette administration aujourd'hui n'est pas reconnue. Ce n'est pas une administration spécifique qui est reconnue de sorte à permettre à ce que la loi puisse la régir et de sorte à lui consacrer une certaine stabilité qui est nécessaire à son efficacité pour accompagner le président du Faso dans l'accomplissement de ses hautes missions. Donc c'est ce réagement technique et de fond qui a nécessité que l'article 36 soit également relu et qui a prévalu au retrait du projet de loi pour être soumis de nouveau au Conseil des ministres qui a marqué son accord pour la modification de l'article 36 qui institue désormais auprès du président du Faso institution, la première institution du Faso, je dis bien le président du Faso, qui est une institution consacrée au titre 3 de notre Constitution, qui institue auprès du président du Faso une administration spécifique qui est chargée de l'accompagner dans l'accomplissement de ses missions et prérogatives qui lui sont dévolues par la Constitution. Voilà un peu le contenu de ce projet de loi dont le Conseil a marqué son accord pour sa transmission au Conseil, à l'Assemblée législative de transition pour examen et adoption. Pour le compte du ministère de l'Environnement, de l'Eau et de l'Assainissement, le Conseil a adopté un avant-projet de loi important. Il s'agit de l'avant-projet de loi portant
interdiction des emballages et sachets en plastique. Et pour plus de précisions, j'invite ici mon collègue, le ministre Roger Barrot. Le Conseil des ministres a adopté l'avant-projet de loi portant interdiction totale des emballages et sachets plastiques au Burkina Faso et autorisé sa transmission à l'Assemblée de transition. En rappel, face au phénomène du péril plastique que notre pays connaît, aussi bien que les autres pays de la sous-région, il a été voté la loi numéro 017-2014 AN du 20 mai 2014 portant interdiction de la production, de la commercialisation et de la distribution des emballages et des sachets plastiques non biodégradables au Burkina Faso. Après près de 10 ans de mise en œuvre, il a été constaté que ce dispositif n'est pas opérant. En effet, vous êtes tous témoins de la propagation des déchets plastiques dans nos villes et nos campagnes et du préjudice que cela porte à nos animaux. En rappel, 30% du cheptel meurt par ingestion des déchets plastiques et la question de la santé également est en péril. Donc il est apparu nécessaire de réviser cette loi. C'est pourquoi aujourd'hui le Conseil des ministres a adopté l'avant-projet de loi qui prévoit l'interdiction totale des emballages et sachets en plastique avec néanmoins des dérogations. L'avant-projet de loi comporte les innovations suivantes. Une interdiction générale de tous les types d'emballages et de sachets plastiques, qu'ils soient biodégradables ou non. Dans la précédente loi, on parlait de biodégradables en 6 mois. Pour la présente loi, c'est interdit que ce soit biodégradable ou non. Une interdiction de tous les emballages et sachets plastiques à usage unique ou encore jetables. Certainement, certains vont demander, c'est les sachets que nous appelons généralement les sachets noirs. Voilà donc pour dire la terminologie, les sachets noirs sont interdits. Parce qu'après l'utilisation, on les jette directement, ils sont considérés comme jetables. Une hausse du quantum des peines par rapport à celles prévues par la loi en vigueur. Donc il y a des peines qui étaient prévues. Avec la nouvelle loi, on va élever le niveau pour dissuader. Il est aussi interdit le brûlage des emballages et sachets en plastique. Parce que quand vous brûlez ce type de produits, cela va générer ce que nous appelons les POPs, les polluants organiques persistants, qui vont contribuer à détériorer la santé des populations. Les dérogations prévues par l'avant-projet de loi sont pour les produits industriels directement conditionnés dans du plastique. Il s'agit de l'eau préemballée par exemple, il s'agit du lait qui sont dans des emballages en plastique. Donc ces types d'emballages sont autorisés pour conditionner les produits. Néanmoins, des dispositions sont prises pour que ces emballages qui sont autorisés, il y ait un traçage dans la gestion de ces déchets-là. Également pour la recherche et les questions de santé publique, les types d'emballages utilisés à ce niveau-là sont autorisés. En interdisant tout type d'emballage et sachets en plastique, il est mis en exergue la promotion des alternatives au plastique. Le Conseil des ministres a instruit pour que des dispositions soient prises et des accompagnements aux acteurs pour que les alternatives soient utilisées. Ces alternatives doivent être dans des matériaux bio. Nous avons déjà des matériaux bio dans notre pays. Il y a les faceaux d'Anfani, il y a le coco d'Onda, il y a les feuilles de rognier dans la région des Cascades et bien d'autres. On va mettre un système en place pour que, en interdisant ce qui est plastique, le non plastique soit promu et disponible pour tous les usages. Un délai de 6 mois sera accordé à tous les acteurs pour se conformer à la présente loi dès que l'Assemblée législative de transition va la voter. Voilà ce qu'on pouvait donc retenir de ces grands dossiers qui ont été examinés et validés aujourd'hui en Conseil des ministres. Merci.
avec grande satisfaction. J'ai passé maintenant 4 ans et j'ai déjà trouvé un accueil chaleureux chez les Burkinabés dans toute ma mission. Des missions aussi religieuses comme représentant du pape François, dans les visites dans les paroisses, dans les diocèses de l'Église catholique Burkina Faso. Donc, j'ai aussi le contact à tous les niveaux, aussi avec le gouvernement, avec les institutions du Burkinabé. Et je reste toujours dans mon cœur un grand souvenir de mes temps ici au Burkina. Alors, je profite de cette occasion de la fin de mission aussi d'apporter les salutations du Saint-Père, le pape François, le chef d'État, de les assurer de les prières de l'Église catholique, le soutien spirituel du pape François pour tout le peuple burkinabé dans cette période de crise sécuritaire et terroriste. Et nous prions aussi pour toutes les personnes qui ont perdu leur vie à cause de ce terrorisme qui afflige toujours Burkina Faso. J'ai aussi assure le chef d'État l'engagement constant de l'Église catholique locale du Burkina au profit de tous les Burkinabés, spécialement dans le secteur éducatif et sanitaire. Donc, c'est l'Église catholique est une part intégrante de la société burkinabé et toujours travaille à profit de tous les Burkinabés. Et pour ce motif, j'ai voulu assurer la continuité de ce travail. Excellence, Monsieur le Président. La première question nous vient du secteur 16 de Ouagadougou. Stéphane Kiamtouré veut savoir comment vous avez vécu les multiples tentatives de déstabilisation avec en ligne de mire votre assassinat. Deuxième question, c'est Madame Koné de Bobo Dioulasso. Elle souhaite savoir le sort qui sera réservé aux comploteurs. Et puis ensuite, toujours à Bobo Dioulasso, c'est Daniel Sanou qui demande est-ce qu'un mandat d'arrêt a été lancé contre les déstabilisateurs et leurs complices. Et Eugène Kambiré de Batié dans le Numbiel voudrait savoir ce qui s'est réellement passé à Barsalgo. C'est aussi la question de Suleiman Ouedraogo à Kaya. Dans le centre-nord, Salifou Sanou de Bobo Dioulasso. Avant de nous engager dans cette mission, je pense qu'il y a un certain nombre de risques qu'il faut mesurer et accepter d'assumer. Et parmi ces risques, il y a le fait de ne pas réussir la mission pour laquelle on était venu. Donc quand on vient, c'est soit ça passe ou ça casse. Dieu merci, on a pu réussir la mission pour pouvoir donc imprimer notre vision des choses à notre pays. Après ça, l'autre risque, c'est d'accepter d'abandonner tout. Voilà, on ne peut pas, en tant que jeune, être là donc au sommet de l'État et vouloir peut-être me retrouver sous des manguiers à manger du rusumbala comme les autres. C'est-à-dire accepter d'oublier sa jeunesse, accepter d'oublier la vie et se consacrer entièrement à la patrie. Un des risques, c'est cette situation que nous vivons, la déstabilisation, parce que si vous voulez redresser la barque d'un tel pays, forcément, vous êtes obligé de sévir. Et en sévissant pour redresser, vous créez des ennemis internes et externes. Il faut donc s'attendre à ces situations de déstabilisation, d'assassinat et de tout. Parce que nous avons touché aux intérêts de beaucoup de personnes. Il y a donc une inégalité sociale, il y a de la corruption, il y a une mauvaise gestion de la chose publique. Et si nous essayons de vouloir redresser tout ça, forcément on va toucher aux intérêts individuels de certaines personnes. Et ces personnes, très souvent, sont riches, ont de l'argent, utilisent cela pour manipuler souvent des personnes plus pauvres qu'elles, pour nous les mettre à dos en fait.
Ça, c'est à l'interne. Et ces mêmes personnes n'hésitent pas à coaliser donc, avec les forces impérialistes qui passent leur temps donc, à nous endeuiller, à nous appauvrir. L'autre point, ce sont ces forces extérieures-là. Il y a beaucoup de pays aujourd'hui qu'on a sous le dos. Et on n'a pas le choix, il faut le faire. Voilà, si nous voulons que notre patrie soit indépendante, si nous voulons notre souveraineté, si nous voulons que les Burkinabés mangent à leur faim, si nous voulons que nos enfants aillent à l'école sans payer un franc, si nous voulons que demain, le paludisme, qui est une des maladies les plus répandues au Burkina Faso, que nous puissions soigner notre population sur certains mots à 0 franc. Voilà certains rêves que nous avons, mais il va falloir faire beaucoup de concessions, il va falloir empêcher certaines puissances de nous piller. Et ça crée beaucoup d'ennemis. Donc, nous sommes préparés à ces situations. Nous les vivons comme normal, en fait. Voilà, donc ça ne nous ébranle pas, ça ne nous fait pas peur. Ça nous donne encore le courage d'avancer. Parce qu'à travers ces événements, nous savons que la ligne directrice que nous avons optée est la meilleure ligne pour notre patrie, pour notre peuple. Donc, nous vivons la chose comme ça. Et les comploteurs, actuellement, nous avons passé 2 années à sensibiliser, à parler, à mettre en garde. Les gens trouvaient qu'on mettait trop en garde. Mais c'était nécessaire pour que les Burkinabés voient d'eux-mêmes jusqu'où certains Burkinabés peuvent aller contre la patrie. Si on s'était mis dès le début à sévir d'une certaine manière, ce n'est pas évident que vous-même vous allez nous comprendre. Vous allez peut-être dire, bon, au bout d'un temps, il peut y avoir de l'incompréhension. Et je pense que le capitaine Thomas Sankara a été mal compris à un moment donné. Peut-être parce qu'ils ont commencé fort, mais il fallait laisser le peuple voir, comprendre ce que c'est que ces comploteurs, communiquer avec le peuple à travers tout ce que nous avons fait. Et aujourd'hui, je pense que les gens ont beaucoup compris. D'accord. Voilà. L'auditeur de Bobo Dioulasso voudrait savoir quel est le sort réservé à ces comploteurs-là. Comme nous l'avons dit, à partir de cet instant, je ne vais pas rentrer dans les détails, chacun va assumer. Si quelqu'un entreprend des démarches comme ça, eh bien, il assume toutes les conséquences. Nous n'allons plus conseiller quelqu'un ou mettre en garde encore. Donc, on va revenir sur le cas de Barsalgo. Il y a un auditeur qui voudrait savoir qu'est-ce qui s'est réellement passé à Barsalgo. Barsalgo, je ne vais pas rentrer aussi dans les détails, mais Barsalgo, je pense que j'étais personnellement visé. Parce que Barsalgo et moi, il y a une histoire. Barsalgo et la situation du pays, il y a une histoire. Voilà, en juillet 2022, vous pourrez peut-être après vous renseigner sur place à Barsalgo. J'ai défié beaucoup d'ordres pour m'interposer pour que Barsalgo ne tombe pas. Et donc j'ai sacrifié beaucoup de choses quand même à Barsalgo. C'est le lieu pour moi de remercier beaucoup de gens qui nous ont soutenus dans notre manœuvre pour que Barsalgo soit. Et je pense qu'ils ont ciblé Barsalgo parce que ça allait me toucher. Voilà, c'était l'objectif. Je ne veux pas rentrer dans certains détails, mais bon, peut-être qu'un jour nous aurons l'occasion d'en parler. Idrissa Sawadgo appelle de Ouagadougou et demande pourquoi l'ancien président Damiba n'est toujours pas extradé au Burkina. Merci. Merci Hervé Kaboré. Pourquoi le président Damiba n'est toujours pas extradé au Burkina Faso? D'accord, donc sur cette question, je pense qu'il y a eu depuis un temps donné ces implications avérées dans ces projets de déstabilisation et tout. Mais le dernier projet où quand même c'était en lien avec des terroristes, nous avons donc repris les discussions avec les autorités togolaises. Aujourd'hui même peut-être qu'on devrait se voir, mais avec l'échange que je devais avoir avec mon peuple, j'ai décidé de surseoir à cette réunion. Nous sommes là-dessus parce que, en toute honnêteté, nous n'avons pas voulu, aux premières heures, nous comporter de manière désagréable avec un ancien président. Quoi qu'on dise, c'est un ancien président. Donc j'avais des autorités togolaises, il peut rester là-bas, nous n'avons aucun problème. Et nous communiquons très bien de tout ce qui se passe avec les autorités togolaises. Et vraiment, il n'y a pas de souci sur ce volet. Dès qu'il y avait certaines visites, ils nous disaient s'ils veulent mener certaines actions, ils nous avertissaient en fait. Et actuellement, je pense qu'eux aussi doivent être choqués et surpris de découvrir ce qu'il y a. Mais nous sommes parlé déjà au téléphone, mais on ne peut pas parler au téléphone de sujets assez sensibles. Nous devons nous voir physiquement pour parler d'un certain nombre de sujets et
Une fois qu'on le fera, donc, vous serez donc situé sur cette question. Donc vous rassurez l'opinion publique et très prochainement, il sera extradé au Burkina? Je ne rassure pas, j'espère. D'accord. Voilà. Si je dis je rassure, j'aurais peut-être menti si ce n'est pas fait. Je préfère vous dire que j'espère.